Everybody, I speak French. So, bonjour à tous. Et avant toute chose, je remercie Tirza pour l'excellente idée qu'elle a eue de proposer cette manifestation qui permet de repousser encore plus loin les barrières cette fois-ci non pas de la 2D, mais de la langue. Il était en effet devenu frustrant de ne jamais pouvoir approfondir ou saisir les subtilités des réalisations de nombreux utilisateurs d'OpenSim. Tout comme il nous était difficile, chacun dans notre langue, de faire connaître OpenSim à de nouveaux utilisateurs, avec des documentations la plupart du temps en langue étrangère. Mais également à l'esprit d'entraide et d'humour partagé par chacun lors de cette difficile prouesse réalisée aujourd'hui. Quel qu'en soit le résultat, cela restera, je pense, pour tous, un excellent souvenir. J'en viens rapidement à ces quelques 2 heures du programme en français pour vous présenter tout d'abord une table ronde qui va aborder le fabuleux sujet de l'avatar, ou le sujet fabuleux de l'avatar. Oui, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai dit. Pour vous qui êtes dans la salle ici, il s'agit bien sûr et avant tout de vous, cette expérience que vous allez, je pense, un peu ou beaucoup reconnaître. Et nous allons essayer de donner envie, par le streaming et la vidéo ensuite, à d'autres personnes de venir se rendre compte par elles-mêmes du potentiel d'apport à l'expérience humaine qui caractérise ce bipède, parfois même quadrupède, que vous habitez et qui vous habite. Ou pas, mais qu'il faut encore pouvoir décrire avec des mots. Alors essayons un peu. Tout d'abord au travers de l'intervention de Yan Min. Yan Min, tu peux te présenter ici même, si tu le veux bien. On ne présente plus Yan Min, mais puisque l'on nous promet une diffusion interplanétaire de cette expérience grâce aux traductions, je vais le faire un peu. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous invite à regarder son visage. Oui, son vrai visage, RL comme on dit. Et en live, oui, regardez bien son avatar ici même. Et si vous ne voyez qu'un écran blanc sur son visage, alors vous ouvrez votre viewer pour faire le réglage suivant. Regardez bien dans le chat public. C'est la traduction là de qui, je ne sais pas, mais Yann, c'est traduit pour tout le monde, hein, c'est pas la peine de le faire aussi. D'accord. Alors je l'ai mis en anglais, en français. Voilà, j'ai mis dans le chat public le réglage à faire, mais sur YouTube, on est bien d'accord ? Sur YouTube, n'importe quoi. Sur Firestorm, je suis désolée. Pour ce qui est de Singularity, alors là, je suis navrée, j'ai pas trouvé le même réglage. Alors on va oublier vite fait, mais c'est juste, vous le verrez sur la vidéo, hein, si le caméraman est bien équipé par Firestorm, ce que je pense. Donc voilà, ne perdez pas trop de temps, mais essayez de trouver le réglage et vous verrez le visage bouger en direct donc de Yann. Voilà. Donc, j'ai perdu complètement où j'en suis. Je reprends. Alors, donc Yann, il est né en 1957. Il voyage dans les immatérialités informationnelles des mondes virtuels depuis son enfance, qu'il a passé en compagnie des dragons et des magiciens, des légendes celtes de la Bretagne Sud. Il a exposé sa première œuvre d'art vidéo immersive mettant en scène un monde virtuel informatique au musée d'art moderne du centre Georges Pompidou à Paris en 1983. La définition actuelle de son métier serait artiste-chercheur en nouveaux médias, mais il préfère se décrire comme un noonaute cyberpunk, c'est-à-dire voyageur explorateur au long cours des sphères de l'information. Non opportuniste, touche à tout, il revendique une flexibilité, versatilité, auto-adaptivité et créativité irrationnelle qui, d'après lui, manquent encore aux intelligences artificielles.
Illustrateur de science-fiction, romancier, performeur, documentariste et réalisateur de télévision, enseignant et conférencier spécialiste des cybercultures, la sérendipité serait le moteur qui propulse les multiples explorations cyberspatiales qui l'ont entre autres amené à s'immerger depuis 2007 dans le monde persistant de Second Life et des OpenSim. Outre ses expérimentations pédagogiques immersives via son No Museum, Yan Min a vécu plusieurs expériences de conscience modifiée générées par la pratique intensive des relations sociales dématérialisées et du cybersexe qui lui ont inspiré une réflexion et analyse personnelle originale et dont il a témoigné dans plusieurs ouvrages et colloques scientifiques en Europe et au Canada. Il va donc survoler pour nous quelques-unes de ses réflexions et analyses construites tout au long de sa pratique. Nous aurons la question de Michel Natchez. Michel, tu peux venir si tu veux bien, qui lui est cyberanthropologue, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. Il intervient en ethnologie et en sciences de l'éducation. Il va nous parler de son expérience d'enseignant avec ses étudiants sur la grille OpenSim Event de l'Université de Strasbourg. Il va nous parler de son expérience. Leur point commun, et qui est le mien également, c'est qu'ils utilisent le viewer et l'avatar de façon diversifiée et innovante depuis de nombreuses années à l'échelle de l'apparition des univers 3D. Mais chacun a ses chemins, et je vais les laisser tour à tour présenter une malheureusement trop courte synthèse de leur parcours respectif. À leur suite, je viendrai brièvement livrer les intuitions et hypothèses qui ressortent de mes propres travaux, sans m'étendre sur ceux-ci. Ils sont consultables de la même façon que pour mes petits camarades, stand au dehors, vous indiquant nos références. Je laisserai ensuite, et bien volontiers, la place à Frédéric Tordeau. Frédéric, si tu veux bien te présenter sur nos beaux fauteuils, assortis à ma tenue et à celle de Yann. Donc Frédéric, il est psychologue clinicien, psychanalyste, docteur en psychologie clinique. Il est un des seuls en France à définir et à approfondir les concepts à même de nommer et qualifier ces phénomènes dont nous parlons. Bonjour à tous. Donc voilà, Yann, c'est à toi. Et je vais donc me lever pour passer tes diapos au rythme soutenu que tu vas donc essayer de garantir à tous. À toi, Yann. Bonjour. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Et je vous remercie tous d'être là. Et je vous remercie aussi de m'avoir invité. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux que j'ai croisés et avec qui j'ai partagé, collaboré, aimé dans les mondes persistants depuis 2007. Alors, mon avatar biologique et mon avatar numérique s'appellent tous deux Yan Min, et j'ai aussi beaucoup exploré les métaverses avec NoNote Outlander et mon avatar féminin transmédia Deal. Je suis un artiste en nouveaux médias et j'explore les mondes virtuels depuis 1979. Inspiré de cybernétique, je pense que l'art est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. En 1997, j'ai forgé le néologisme de NoNote, que je préfère à artiste, pour définir notre vocation de voyageurs au long cours, explorant les sphères informationnelles, rationnelles du cyberespace et irrationnelles et métaphysiques de la noosphère. Porté par les flux mémétiques de l'évolution négontropique du vivant. Voilà, porté par les flux mimétiques et mémétiques de l'évolution négontropique du vivant. Ça jette un peu comme aphorisme. Bon, je continue. Après des années de pratique de Second Life et des OpenSim, j'en retire quelques réflexions personnelles que j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de partager avec vous. Bien que, pour la plupart des explorateurs du cyberespace aguerris que vous êtes, ce seront souvent des évidences. J'ai choisi comme axe, pour cette brève intervention, la notion d'outils cyberspatiaux, du point de vue inspiré de Marshall McLuhan. On peut voir Second Life comme les OpenSim, mais aussi la plupart des réseaux sociaux numériques et MMORPG comme des outils, des amplificateurs de nos fonctions physiques ou cognitives. En effet, ces outils et technologies associées amplifient nos corps et nos esprits.
À chaque fois que nous utilisons un outil ou une technologie, il convient de se poser la question de ce qu'ils amplifient. Ainsi, si les automobiles sont des amplificateurs des jambes, les appareils photo, des amplificateurs de la mémoire, quelles fonctions cognitives les réseaux sociaux des métaverses amplifient-ils? Quelles sortes d'amplificateurs cérébraux les savants fous du XXIe siècle, que sont Philippe Rosdell avec Linden Lab et son Second Life, et bien avant Philippe Ulrich et Sylvain Huet avec Rio et leur deuxième monde, ont-ils inventé? De quel futur sont-ils les prémices? Les métavers sont pour moi avant tout des amplificateurs de conscience, dans le sens donné par Bergson, c'est-à-dire qu'ils amplifient notre capacité à imaginer le futur en fonction de ce que nous savons du passé, en nous permettant de simuler à l'échelle individuelle et collective des cosmogonies probables ou improbables. Les mondes persistants avec leurs logiciels sont des métaphores cybernétiques de notre spécificité cognitive humaine. L'humain étant caractérisé par Norbert Wiener, le père de la cybernétique, par notre capacité à traiter de l'information complexe à un niveau individuel et collectif. Notre esprit est le fruit de milliards d'années d'évolution négantropique, ce qui fait que, quelle que soit sa pertinence, il donnera un sens au chaos, même absurde. Les mondes persistants, avec leurs logiciels, sont les métaphores cybernétiques et mémétiques d'une spécificité cognitive qui est notre capacité à simuler des séquences événementielles en formalisant dans nos consciences et subconsciences, à l'échelle individuelle et collective, des cosmogonies probables ou improbables. Ce sont des amplificateurs de nos capacités de simulation. Outre de nous familiariser facilement aux techniques de modélisation 3D, à la troisième personne, qui simule une forme de décorporation métaphysique, les métaverses nous permettent de simuler en temps réel, voire en temps accéléré, par une succession plus rapide des nuits et des jours et de nos relations sociales dématérialisées, des environnements sociaux architecturaux, émotionnels, artistiques, spéculatifs, dans lesquels nous investissons notre conscience et notre subconscience avec autant d'implications, sinon plus, que dans la matérialité physique. Les métaverses sont aussi des amplificateurs mémoriels, des palais de la mémoire numérique. Des galeries de Mono au Muséum Hypermédia créées depuis 2003 sur différentes plateformes comme Unreal Tournament, Unity, Second Life, l'OpenSim de la FrancoGrid forment un musée immersif et un amplificateur pédagogique basé sur l'ars memorativa, art de la mémoire ou méthode des lieux, que j'utilise dans mes cours dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs avec succès depuis 2003. En effet, le déplacement dans un espace numérique, ou plutôt digital en l'occurrence, via des interfaces comme le clavier ou les manettes manipulées par les doigts, donc le corps, active le processus subconscient de l'ars memorativa, que Pierre Berlequin a baptisé du joli nom de topomnèse. L'implication du corps, à la fois par les manipulations du clavier, par l'utilisation de casques de réalité virtuelle qui synchronisent le système vestibulaire avec l'environnement visuel, mais aussi grâce à un probable phénomène de projection cognitive subconscient via les neurones miroirs dans les mouvements de l'avatar, tout cela favorise et amplifie la mémorisation des informations transmises en sollicitant les fonctions cognitives subconscientes associées aux muscles, à l'équilibre et aux perceptions tactiles. Troisième partie, les mondes persistants sont des amplificateurs sexuels, émotionnels et sensuels. Je pense que vous le savez tous ici. Les pratiques cybersexuelles omniprésentes à la fois dans Second Life, mais aussi dans certaines OpenSim dédiées, permettent entre autres d'explorer et découvrir de nouvelles formes de sensualité qui viennent s'ajouter à la sexualité traditionnelle, sans pour autant la remplacer. Les actions des avatars sont le siège d'émotions similaires à celles d'actions vécues en grandeur dite réelle. Outre les neurones miroirs qui expliqueraient ce phénomène, cet investissement émotionnel résulte du fait que derrière les images, ce sont des humains identifiés comme tels et non pas des bots, des IA, des PNJ qui téléopèrent les avatars. En intégrant le corps dans la relation sociale et sexuelle dématérialisée, grâce au dispositif d'amplification de stimulation sensorielle de la télédildonique, la cybersexualité a ouvert les portes vers de nouveaux espaces émotionnels et sensuels. Plusieurs années d'expérimentation intensive du cybersexe dans SL m'ont permis de découvrir une nouvelle forme de sensualité érotique dématérialisée, générée à la fois par le design d'interaction, que beaucoup connaissent bien, comme les pose balls ou le viewer RLV, mais aussi par les dispositifs de télédildonique, comme celui d'Excitouch. En transmettant des stimulations physiques synchrones avec les dramaturgies sexuelles et leurs scripts d'animation, la télédildonique amplifie radicalement
l'implication émotionnelle en faisant entrer les perceptions tactiles dans la boucle de commande. Cette implication du corps dans les relations dématérialisées du cyberespace alimente une sorte de confusion proprioceptive où bien que nous sachions de façon consciente que l'expérience vécue est une simulation dans un univers artificiel, notre subconscient l'aperçoit comme vrai, comme avec des casques de réalité virtuelle, qui en synchronisant le système vestibulaire avec la perception visuelle, peuvent provoquer des sensations de vertige. Le conscient sait que l'expérience est fausse, mais le subconscient l'aperçoit comme vrai. Alors, de même que l'automobile n'a pas remplacé la marche, mais a généré un nouveau répertoire émotionnel spécifique à l'outil, comme la vitesse ou le plaisir de rouler la nuit sur les autoroutes en écoutant de la musique, le cybersexe et la télédildonique ne remplacent pas la sexualité traditionnelle, comme beaucoup le craignent, mais vient y ajouter, bien ça, vient y ajouter un nouveau répertoire sensuel et émotionnel, lequel peut d'ailleurs générer des états de sensualité et de conscience modifiés, particuliers, que les aficionados ici connaissent bien. Quatrième partie, ce sont aussi des amplificateurs existentiels. Avec l'énergie nucléaire, le XXe siècle a brisé l'insécable, l'atome. Le XXIe siècle, avec les réseaux sociaux numériques, a brisé la notion d'individu, qui est désormais composée d'une myriade de dividus. Les cyborgs de pixels, que sont les avatars des réseaux sociaux numériques, nous permettent d'explorer une sociabilité et une sensualité virtuelle affranchie des déterminismes biologiques, comme l'apparence physique, mais aussi le genre. Ainsi, grâce à une sociabilité dématérialisée, nous pouvons, entre autres, expérimenter en grandeur virtuelle la pertinence des spéculations queer des gender studies, popularisées, entre autres, par l'excellent Manifeste du cyborg de Donna Haraway, où le genre peut être différencié de notre sexe biologique et de notre orientation sexuelle grâce à ces dispositifs. La pratique d'une sociabilité virtuelle quotidienne en temps réel, au travers des avatars numériques, favorise l'apparition dans notre psyché de nouvelles individualités spécifiques au monde numérique. Au quotidien, dans la matérialité du monde physique, nous passons par des individualités radicalement différentes. Selon qu'on est en famille, dans l'intimité d'une relation amoureuse, au travail, pendant nos loisirs, au volant d'une automobile. Dans les mondes persistants du cyberespace, nous pouvons générer une multitude de nouvelles individualités. Je suppose que tout le monde connaît ici Ramona, l'avatar transgenre du pape de la singularité, Ray Kurzweil. J'ai trouvé très intéressant comment Ray Kurzweil parle de cette expérience, datant de 2001, donc avant Second Life. Ray Kurzweil, via son avatar féminin, outre son anima, a fait émerger une de ses multiples individualités. On perçoit combien il a été ému et transformé par cette expérience exceptionnelle, qui est d'ailleurs devenue une pratique commune dans les mondes persistants. Chacun peut maintenant choisir d'injecter dans les réseaux sociaux numériques, les jeux vidéo et les mondes persistants, une ou plusieurs identités virtuelles qui vont entrer en interaction non pas avec des individus, mais avec une profusion d'individus numériques. Ce qui conduit au phénomène que je nomme noomimétisme. Il s'agit d'endosser un avatar dont la représentation physique correspond à une entité archétypale. Ange, démon, femelle, guerrière, vampire, provoquant une sorte de mimétisme cognitif spécifique. Par ces interactions dans le réseau social, cette individualité archétypale, souvent grandiloquente, se met à exister, indépendamment de son utilisateur. Ainsi est générée une entité métaphorique comparable aux égrégores de l'occultisme, une entité psychique générée par le collectif. Pour notre conscience, les avatars et leurs actions sont perçus comme des simulacres, mais notre subconscience, les actions, et pour notre subconscience, les actions sont perçues et interprétées comme vraies. Alors, cinquième chapitre. Je ne sais pas, Jenny, combien de temps il me reste à peu près, si tu sais. 5 petites minutes. 5 petites minutes? Ouais. Alors, je vais terminer, je pense, par la cyberesthésie. Et puis, je vous parlerai des égrégores et des golems et toutes ces entités mystérieuses venues de l'occultisme qui passent à travers nous une autre fois, ou alors dans le texte que vous pouvez lire en ligne. Alors, le dernier chapitre que j'aborderai, on verra si j'arrive à le faire vite, c'est la notion de no-individuation.
cyberesthésique. C'est-à-dire qu'aux commandes de nos scaphes informatiques, nous projetons les limites physiques de nos corps à tout le cyberespace. Nos fonctions proprioceptives se trouvent augmentées par l'usage de ces outils qui étendent et amplifient nos capacités perceptuelles individuelles. Comme c'est la succession de tous les points d'impact de la matière sur la peau qui nous donne la sensation de lisse ou rugueux, c'est la succession de tous les points d'impact de l'information sur notre psyché qui nous donne la sensation du monde. Grâce à la popularisation des retours de force haptiques, les interactions avec la cybersphère ne sont plus seulement textuelles, acoustiques et visuelles, elles deviennent physiques, sensuelles et sexuelles. J'ai donc forgé ce néologisme, cyberesthésie, pour à la fois nommer notre groupe de création numérique, mais aussi pour décrire les interactions physiques et sensuelles que nous développons avec l'immatérialité du cyberespace, en autorisant les relations sociales et émotionnellement fortes et structurantes dans une société dématérialisée et sous une forme différente de notre apparence physique. Et les avatars favorisent l'individuation, c'est-à-dire la genèse ou révélation des différentes identités qui forment notre moi. L'empathie et la théorie de l'esprit de Bateson sont augmentées par l'usage de ces outils qui étendent notre sensualité à l'ensemble du réseau numérique par ce processus que j'appelle cyberesthésie ou sensualité cybernétique. La cyberesthésie au travers des réseaux numériques planétaires nous permet donc de faire l'amour avec l'humanité connectée et par feedback cyberesthésique de ressentir dans notre chair biologique ces caresses comme ces morsures immatérielles. Alors, je termine, je passe les égrégores. Et je dirais, pour terminer, en fait, juste vous parler de l'empowerment créatif. L'utilisation intensive des mondes persistants des avatars favorise l'accès à un état de conscience modifié particulier que connaissent la plupart des créateurs d'art. Outre le cybershopping, la personnalisation des avatars, les rencontres, les jeux de rôle, le cybersexe, et une des activités populaires des métaverses qui est la construction d'objets d'architecture 3D, mais aussi la création de galeries et d'œuvres d'art. Pour exemple, je citerai, alors, en fait, tous ces processus de création nous permettent d'une émancipation créative collective. C'est-à-dire que grâce à Second Life, grâce aux OpenSim, grâce à tous ces outils, se sont popularisés des méthodes, des formes de création, de créativité qui jusqu'à maintenant étaient réservées à la sphère artistique. Là, actuellement, massivement, la population entière a accès non seulement à des outils de création très puissants qui jusque-là étaient réservés aux artistes, mais en plus peut s'adonner aux extases artistiques. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, je suis ravi donc, de terminer ma conférence sur cette notion d'émancipation créative dont on voit la preuve et la démonstration ici même au sein de cette conférence de l'Hypergrid. Voilà, un grand merci de m'avoir écouté et je cède la parole à voilà. Je te remercie Yann pour ces magnifiques images aussi, parce que je crois qu'il faut souligner la qualité qu'elles ont et qu'elles sont faites par Yann. Je mets dans le chat public tous les liens à partir desquels vous pouvez retrouver d'autres compléments ou relire ce qu'a un petit peu raconté Yann aujourd'hui. C'est très petit par rapport à tout ce qu'il a à nous dire. On en est navré, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir croiser les regards. Et donc, on a fait la place à plein d'autres, tout au long de l'après-midi, il y aura plein d'autres interventions qui viendront compléter ces remarques aussi, d'autres points de vue de pratique, voilà, des utilisateurs. Donc, je vais passer la parole maintenant à Michel, mais je le présente. Non, c'est fait. Excusez-moi, c'est fait. Il va continuer, il va reprendre où j'en étais restée. Voilà, à toi. Bien, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette conférence. Alors, je suis cyberanthropologue et je travaille essentiellement sur les univers virtuels depuis longtemps. Je suis spécialiste de la transe et des états de conscience non ordinaires. Je m'intéresse aussi aux évolutions de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et je voulais initialement vous parler de mes travaux sur les identités des avatars dans les univers virtuels et plus spécialement de ce que j'appelle les subpersonnalités en relation avec l'effet Proteus dont parle Nikki dans ses travaux. Mais
Et comme ma recherche est en cours et que mes conclusions ne sont pas encore affinées, je préfère attendre un peu encore avant de vous en parler. Et en plus, je n'ai pas assez de temps ici pour rentrer dans des détails. Alors, une chose à noter, c'est que je suis un adepte de l'anthropologie expérimentale, c'est-à-dire que j'estime que pour bien connaître et bien comprendre un sujet, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et j'ai donc choisi de vivre dans Second Life une vie d'avatar, mais je vous en parlerai un peu plus loin dans cet exposé. Je vais commencer maintenant par vous parler de mon travail sur l'OpenSim de l'Université de Strasbourg, qu'on appelle la grille Ever, pour environnement virtuel d'enseignement et de recherche. C'est là, en effet, que j'ai commencé à rentrer dans les univers virtuels il y a 5 ans, en tant qu'ethnologue, qui était spécialisé et qui l'est toujours dans les mondes numériques. Donc, on m'a proposé ça et j'ai donc accepté tout de suite parce que c'était trop tentant. Et donc, j'ai décidé de faire participer mes étudiants à l'aventure et donc j'ai imaginé 3 principaux projets. Le premier a été d'utiliser les données d'un collègue qui travaillait depuis les années 70 sur un village de la Guyane française. Il m'a donc donné ces données et avec ça, on a essayé de reconstruire le village dans OpenSim sur un terrain. Un terrain ethnographique, donc. C'était une expérience étonnante parce que les étudiants ont été fascinés et vraiment heureux de faire ce travail. Le second projet consistait à reprendre mes travaux sur le rituel de la hutte de sudation sur Lakota, qui est une ethnie d'Amérique du Nord, pour en modéliser en fait l'objet sur OpenSim. C'était une reconstitution ethnographique qui devait servir de documentation et de support de cours aussi. Le troisième projet était le plus complexe et le plus ambitieux. Nous avons à l'Institut une collection de masques Dogon et Kurumba du Mali, et l'idée était de trouver un scanner 3D pour créer des modèles en 3 dimensions, afin de les importer sur la grille Ever et pour reconstituer un peu l'environnement du village Dogon là-bas, et de mettre en situation ces masques, et de recréer éventuellement une danse, la danse des masques qui existait à l'époque, qui ne peut plus être montrée aujourd'hui à cause de l'environnement politique non propice. Mais je voulais aussi donc reconstituer ces danses rituelles avec des non-player caractères, c'est-à-dire des bots, de telle manière qu'on puisse revivre donc ces danses comme elles ont été faites à l'époque. Voilà. Et donc j'ai trouvé effectivement un laboratoire qui était capable de me montrer et de me numériser donc ces masques africains. Alors j'ai aussi je travaille toujours pour la faculté des sciences de l'éducation, hein, donc il s'agit là de travailler sur des espaces de cours, sur les serious games, et de donner des cours à des étudiants à distance. C'est une expérience très riche, et puis d'autres simulations innovantes concernant des problèmes mathématiques et autres sur lesquels travaillent les sciences de l'éducation. Alors bon, sur la grille Ever, j'y suis toujours, mais pendant 3 ans, j'ai travaillé seul, c'est-à-dire que bon, la grille Ever ne comporte pas beaucoup de monde, hein, et il n'y a quasiment pas d'interaction sociale. Et je me suis vite rendu compte, par contre, des potentialités énormes des univers virtuels dans les domaines de la formation et de la recherche, et de potentialités créatives quasi illimitées, comme vous en a parlé Yann tout à l'heure. Et par contre, je commençais à me poser aussi des questions sur l'action de l'avatar, sur la personnalité, parce que j'avais remarqué déjà des effets sur moi-même. Et auparavant, je disposais déjà d'une longue expérience de jeux vidéo avec casque de réalité virtuelle, et je savais que le cerveau traitait ces expériences comme étant du réel. Et notre cerveau, donc, pour lui, il n'y a aucune différence entre les différents univers, c'est évident, il les traite de la même façon. Par contre, je ne savais pas comment faire pour étudier les autres aspects, hein, les aspects des interactions sociales et des influences de l'avatar sur les psychismes. Et comment mener une enquête ethnographique dans ces conditions, c'est impossible. Pour ça, il faut une population. C'est alors qu'il y a 2 ans, une personne me contacte sur Facebook et m'invite à venir sur Second Life.
Elle insiste, je viens, et là, tout à coup, je me trouve plongé dans cet univers vivant, avec une forte présence d'avatars et de multiples interactions sociales. Le plus incroyable, c'est que cette personne me demande si je peux l'aider à comprendre ce qu'est un avatar. Et évidemment, c'était exactement le genre de questions que je me posais déjà, et j'ai tout de suite accepté. Et je me suis très vite rendu compte que cet endroit était idéal pour étudier la question des identités des avatars. Alors je me suis associé avec cette personne et depuis nous travaillons ensemble et nous vivons ensemble sur Second Life. Par chance, je suis arrivé dans une communauté artistique et où il y a beaucoup d'artistes de différents horizons et ça a été donc très intéressant et c'est toujours très intéressant de voir comment les choses se structurent. Par chance, mon amie est également éditrice de livres sur Second Life, des livres écrits par des avatars et pour des avatars. Son idée est de récolter et de sauvegarder un patrimoine culturel purement avatarien et de créer un corpus permettant de reconstituer la naissance puis l'évolution des personnes et des communautés qui sont arrivées sur Second Life dans les années 2007-2008 et qui y sont toujours encore. Pour un cyberanthropologue comme moi, une telle démarche est fortement intéressante puisque l'on assiste à la naissance et à l'auto-organisation d'une communauté virtuelle qui crée ses propres règles et qui a pris possession d'un espace vierge qui a été mis à disposition par la Linden Lab, la société qui a créé Second Life. Il s'est donc développé sur Second Life, dans le temps, une vie, une organisation sociale, des communautés de divers types et une économie spécifique que l'anthropologue américain Tom Bulstorff nomme le capitalisme créationniste. Je n'ai pas le temps de développer ici et de vous décrire ces différentes choses, mais peut-être un autre moment, un autre jour, dans une autre conférence. Donc j'ai ainsi décidé de vivre une vie d'avatar, d'avoir une maison, d'avoir un métier, d'avoir une activité artistique. Je suis devenu éditeur et également musicien. Et j'ai commencé à donner des concerts en jouant mes propres compositions. Un travail anthropologique digne de ce nom implique de vivre dans une communauté. En général, un ethnologue du real life vit dans la population qu'il a choisi d'étudier. Alors un cyberanthropologue se doit de vivre dans la communauté qu'il a choisie et c'est ce que je fais. J'ai ainsi une identité différente dans SL, dans Second Life, et pour être vraiment immergé, il faut bannir le plus possible toute intrusion du real life dans cette vie-là. Ce n'est qu'à ce prix que l'émergence d'une subpersonnalité, une divinité, c'est ça? Non, pas divinité, individualité, comme dit Yann, est possible et que l'avatar prend vraiment vie. Alors, ce concept est étranger à beaucoup de personnes, et en particulier les personnes du real life qui n'ont jamais entendu parler des mondes virtuels. On est vite taxé d'addicts et de schizos par des personnes qui se croient bien pensantes, mais comme d'habitude, l'ignorance fait dire à des gens des bêtises. Mon travail donc consiste à comprendre ces phénomènes et à les expliquer. C'est à mon sens très important. Et je critique aussi les chercheurs qui restent 3 mois dans Second Life pour interviewer des gens et qui en tirent des conclusions très belles, parfois mais vides. Et en fait, cette méthode, cette visite éclair ne permet pas, absolument pas, de se rendre compte des phénomènes psychiques qui se développent avec le temps. D'autant plus que les intéressés, souvent, ne se rendent pas compte, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans Second Life, même depuis des années. Alors on me dira, oui, mais une telle immersion fait perdre l'objectivité du chercheur parce qu'il n'y a plus de recul nécessaire. Bon, la particularité de notre discipline, l'ethnologie, et j'insiste fortement là-dessus, c'est que nous avons justement été formés sur le terrain à être immergés et observateurs en même temps. C'est une nécessité dans notre discipline, sinon l'ethnologie n'existerait pas. C'est en quelque sorte notre marque de fabrique. Et c'est pour ces raisons qu'une immersion profonde avec identification forte à son avatar est une méthode anthropologique idéale. Et là, dans SL, je peux le faire sans restriction et faire l'expérience d'identités multiples. J'ai 3 avatars. Ils ont des traits de caractère différents et c'est d'ailleurs sur ce point que la recherche est intéressante parce que faire l'expérience des différents avatars permet de mieux comprendre les phénomènes identitaires qui se manifestent dans les univers virtuels.
Avant de mener ce travail, j'avais déjà senti que les univers virtuels, que les dispositifs immersifs numériques allaient avoir une forte influence sur la psyché humaine. Aujourd'hui, après 2 ans de vie dans Second Life, je suis totalement sûr que l'immersion dans ce que je vais appeler la machine, c'est-à-dire le conglomérat d'ordinateurs interconnectés mondiaux avec des intelligences artificielles interconnectées également, donc que la machine booste nos cerveaux. Il se passe quelque chose de particulier. La première chose, c'est que jusqu'à l'arrivée des mondes persistants, nous avions l'habitude de nous identifier comme à une seule identité. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui était taxé de pathologique par le passé s'avère en fait être une capacité normale de notre psychisme, la faculté de posséder plusieurs identités et surtout de pouvoir les vivre facilement grâce aux ordinateurs. Et l'autre aspect est que vivre dans un univers persistant nous plonge dans une sorte de rêve matérialisé. C'est comme si nous étions dans un rêve collectif créé par les rêveurs. C'est un univers où nous nous déplaçons dans la manifestation tangible des rêves et des fantasmes numériques de toutes les personnes que nous croisons. Un immense rêve partagé, un univers psychique. Et là, dans ce médium, des facultés se développent, empathie, perception des humeurs de l'autre, parfois quasi-télépathie. Il y a connexion psychique entre différentes personnes, à tel point que je me demande parfois si l'hybridation naissante entre nos psychismes et la machine ne serait pas une nouvelle direction que prend l'évolution humaine. Une évolution boostée par la technologie, comme si le moment était venu de nous transcender. C'est une pensée de geek, ça, c'est clair, mais on va laisser pour l'instant cette question de côté en attendant d'en savoir plus. Pour conclure, je pense que ces technologies immersives nous ouvrent des possibilités inouïes. Pas seulement pour améliorer le real life en nous permettant d'enseigner mieux à distance ou en nous permettant de nous rencontrer alors que nous sommes à distance à des milliers de kilomètres les uns des autres, mais aussi, certainement, nous sommes aux prémices d'un changement complet de paradigme. L'arrivée dans nos vies des intelligences artificielles et de notre contact avec des univers gérés par des ordinateurs nous mène vers autre chose, un autre état d'être, mais aussi à une évolution de notre espèce. Nous ne savons quasi rien de nos capacités, rien sur nous pratiquement. Le cerveau et son fonctionnement restent un mystère, en grande partie, et nous nous contentons de conjectures et de théories boiteuses, souvent faute de mieux. Mais avec ces technologies, nous avons là un outil incroyable pour nous connaître mieux. Maintenant, c'est à nous d'en prendre conscience et de développer les bons outils et surtout d'arrêter de dire que c'est dangereux et qu'on va devenir fou. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous les deux. Je viens ajouter donc mon petit mot. Pour ce qui me concerne, j'ai découvert Second Life à la fin de ma carrière professionnelle. Passer dans la formation des acteurs du développement social à la méthode basée sur la confiance et la collaboration. Et j'ai songé aussitôt, et comme l'a très bien décrit hier le professeur d'espagnol, que l'utilisation de l'avatar offrait les conditions comparables à celles apportées par la présence physique et nécessaire aux activités de médiation. Pour tester ce qui pourrait épargner les déplacements réguliers des acteurs de 40 fédérations réparties sur toute la France, dans ma partie professionnelle, j'ai reproduit les locaux du lieu national de formation et j'ai tenté de convaincre quelques collègues de les utiliser, mais ce fut en vain. De formation psychosociale, je n'allais pas en rester là et je consacre désormais tout mon temps de retraite à poursuivre les essais d'application dans différents domaines. Après la formation à distance, j'ai exploré et chaque fois reproduit les lieux nécessaires pour les univers différents d'activités, principalement aux côtés de Lorenzo Soccado, qui va vous parler tout à l'heure, dans le cadre de ses recherches sur le futur du livre et de la lecture. Et cela plus récemment en articulation avec des auteurs et des artistes de la scène, comme André Webart. Après une dizaine d'années passées à tenter de susciter l'adoption de l'usage de cet outil, ma conviction est grandissante que la supposée difficulté d'accès ou encore les manipulations techniques à opérer ne sont pas la cause de ce faible développement de l'usage. Mais bien que l'expérience, premièrement,
de s'incarner en avatar est un traumatisme qui ne dit pas son nom. Je veux parler du sentiment du corps embarqué et ses conséquences. Deuxièmement, nul ne peut témoigner de ce qu'est l'expérience avatar s'il n'a pas un temps suffisamment long d'errance pour se l'approprier et découvrir de quoi il retourne. Troisièmement, c'est si et seulement si ces deux premières conditions ont été identifiées et remplies, pour ce qui concerne l'apprentissage du pilotage de l'avatar, que ce dernier pourra jouer un rôle perçu comme une augmentation, extension, complément de soi. D'où ensuite la possibilité de continuer à inventer et d'utiliser toutes sortes d'applications pour des activités de face à distance. Voilà, merci Frédéric de présenter à ton tour quelques éléments qui te paraissent venir à la rencontre de nos trois témoignages. Merci. Et merci pour votre invitation et je remercie spécialement Keops for Life pour cette sympathique invitation au sein de cet univers. Alors je vais aborder ici avec vous la relation psychologique à l'avatar. Comment notre psychisme vient en effet à l'avatar numérique. J'apporterai un peu de théorie. Car dans un premier temps, nous internalisons les propriétés de l'avatar pour qu'ils servent de véhicule à notre corps propre. Il met alors en jeu le schéma corporel de celui qui le commande. En effet, nous créons sans cesse dans notre cerveau des modèles internes, un peu à l'image des simulateurs d'avions. Pour simuler les péripéties d'un avion pour le pilote, des ingénieurs introduisent dans les programmes de l'ordinateur plusieurs grandeurs, les propriétés dynamiques de l'avion ou la gravité par exemple. Le simulateur dispose donc de modèles internes susceptibles de représenter ces grandeurs. Ces modèles internes constituent un avion virtuel, c'est-à-dire un double de l'avion. Le pilote peut alors confier des tâches de simulation de bas niveau, ce qui lui permet de se consacrer aux tâches plus complexes de pilotage. Le même genre de mécanisme semble exister dans le cerveau par la création de modèles internes, c'est-à-dire un corps de double. Ces modèles sont des réseaux de neurones capables de simuler les propriétés des systèmes qu'ils représentent. Se constituent alors, au sein des réseaux de notre cerveau, de véritables modèles internes des propriétés des objets, y compris lorsque l'objet est notre propre corps physique. Le cervelet possède par exemple des modèles internes de la dynamique des membres, de même que le cortex pariéto-insulaire participe à la construction de modèles internes des lois du monde physique, impliqués notamment dans la capacité d'anticiper l'action des objets sur le corps. Il existerait ainsi deux grandes formes de modèles internes. Les uns concerneraient les objets du monde, les autres le corps propre. Or, bien entendu, l'avatar est bien d'abord un objet du monde. L'internaute ou le joueur internalise ainsi les propriétés physiques de son avatar en créant un modèle interne de son fonctionnement dans le cerveau. Et ce que l'internaute internalise en premier lieu de son avatar, ce sont, semble-t-il, ses actions. En effet, considérons ensemble un internaute qui s'immerge dans un monde numérique peuplé de créatures et d'un paysage fictif. Il doit pouvoir se retrouver dans ce monde, puisqu'il doit aussi y progresser. Or, il n'est que son propre avatar pour répondre de ses propres actions. Pianoter sur une touche d'un clavier engendre une action de son avatar dans le monde numérique. Se trouver dans le monde numérique passe ainsi nécessairement par l'action virtuelle. Le corps de l'avatar devient une sorte de prolongement de la main du joueur. Les actions de l'avatar étant déterminées par les mouvements de ses propres mains qui se déplacent, à contrario des autres objets du monde numérique qu'il ne peut contrôler puisqu'ils le sont par ordinateur. Une fois constitué, le modèle interne de l'avatar va permettre de devenir avec lui comme spectateur de ses propres actions. Aussi, nous aurions une internalisation des propriétés de l'avatar, de sa physique dans le cerveau. Dans le même temps, nous internalisons aussi ces actions qui deviennent progressivement les nôtres. L'avatar devient, au fur et à mesure de notre progression avec lui, un double à l'intérieur de nous. Ainsi, lorsque nous internalisons les propriétés d'un avatar, nous sommes conduits à visiter non plus seulement le corps d'un objet, d'un autre, mais également notre propre corps.
En réalité, nous modifions notre schéma corporel, c'est-à-dire notre modèle interne du corps, pour intégrer l'avatar à ce schéma. Vous savez sans doute ce que c'est que le schéma corporel, ce qui est une sorte de double virtuel du corps dans le cerveau. C'est une représentation non consciente du corps qui permet un ajustement automatique de nos mouvements à notre environnement spatial. C'est un véritable corps virtuel, une simulation interne du corps propre qui n'est pas rigide mais qui, au contraire, peut être modifié par de nombreux facteurs dans la mesure où le schéma corporel peut être adapté aux besoins de la tâche. Vous connaissez peut-être le paradigme de la main de caoutchouc. L'expérience consiste à asseoir une personne devant une table, les deux bras posés devant elle. On dissimule le bras gauche par un écran et on le remplace par un bras et une main de caoutchouc. On touche alors simultanément le bras caché et le bras en caoutchouc. Au cours de quelques essais, la personne a l'impression que la main de caoutchouc est sa propre main. Elle a transféré la propriété de son bras aux membres de caoutchouc. Le plus remarquable est qu'une stimulation de la main de caoutchouc, qui aurait été douloureuse sur la main réelle, une piqûre par exemple, induit une impression de douleur comme si elle était la vraie main. L'imagerie cérébrale révèle aussi que le cortex prémoteur ventral, le cervelet et le cortex intrapariétal sont activés lors de l'illusion de la main de caoutchouc et que l'intensité de l'activation change avec l'intensité de l'illusion. Or, cette expérience a été reproduite dans deux autres situations avec les mêmes résultats. D'une part, avec une main numérique à la place de la main en caoutchouc, d'autre part, avec un homme qui ressent des sensations de piqûre lorsque c'est son double en réalité virtuelle qui est stimulé. L'avatar est lui aussi susceptible de modifier ce schéma corporel. Autrement dit, l'internaute, en construisant avec lui un autre schéma corporel, va pouvoir déléguer l'acte ordinaire à ce corps numérique. C'est ce qui va lui permettre de contrôler son avatar. Dans un second temps, nous allons voir aussi que l'individu externalise l'image de son corps, plus largement l'ensemble de sa vie psychique dans l'avatar, dans la mesure où il est une simple coque vide, prêt à accueillir tout entière la subjectivité du joueur. Il devient alors comme le support de projection du corps fantasmé, de l'image consciente ou inconsciente du corps, mais encore de la vie subjective dans son ensemble. Car en effet, il ne s'agit pas simplement de la mise en jeu du corps, du réel du corps, mais également du corps fantasmé. Irrémédiablement, lorsque nous contrôlons notre avatar, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous y projeter. C'est alors également notre corps désiré qui est mis en scène dans le contrôle de l'avatar. Revenons, pour le comprendre, sur la distinction classiquement opérée entre schéma corporel et image du corps. Le schéma corporel fonctionne de manière automatique, comme nous l'avons vu, alors que l'image du corps est subjectivement investie. Elle est l'objet d'une intentionnalité réflexive. Cette notion prend donc en compte la subjectivité du corps. Cette distinction a notamment été étudiée par Vallon avec la notion de corps propre. En effet, alors même que son schéma corporel n'est pas constitué, comme on l'observe par l'absence de latéralisation par exemple, l'enfant s'intéresse à l'image de son corps, notamment à travers l'expérience du miroir. Vallon fait de cette reconnaissance précoce de ce qui n'est qu'une image le prélude de l'activité symbolique par laquelle l'esprit arrive à transmuter en univers les données de la sensibilité. Schilder, pour décrire l'image du corps, parle d'une sorte d'apparaître à soi-même du corps, mais surtout l'aborde comme une structure libidinale, dans la mesure où le corps est érogénéisé à l'occasion des contacts et des échanges, ce qui lui permet également de décrire cette image comme objet de la libido narcissique. Aussi, pour résumer, l'image du corps est propre à chacun. Elle est liée au sujet et à son histoire. Autrement dit, l'image du corps est de nature profondément subjective. Elle est libidinalisée et la plupart du temps inconsciente. Or, il semble bien que cette image du corps va se trouver étendue au technologique avec l'avatar. Aussi, l'avatar porte dans sa construction la trace structurale de différentes représentations plus ou moins conscientes de l'image du corps. Autrement dit, un corps,
le corps de l'avatar numérique s'habille avec l'image du corps du sujet, à travers sa construction plus ou moins harmonieuse, qui semble fonction des différentes déclinaisons de l'image du corps. L'avatar porterait la trace historique de l'appropriation du corps par son image. Prenons des exemples mettant en relation image du corps d'un côté et création du corps de l'avatar numérique de l'autre. La représentation consciente de notre corps peut être très éloignée de l'image inconsciente de celui-ci. Nous pouvons secrètement désirer avoir un corps de femme, qui correspond donc à l'image inconsciente de notre corps, alors que pour autant, nous nous savons consciemment dans un corps d'homme. C'est alors, par exemple, la création d'un avatar avec un corps féminin, dans la mesure où le corps numérique vient comme sous-tendre l'image inconsciente de notre corps, comme l'a très justement fait remarquer aussi Yan Min. Ou bien encore, l'image inconsciente de notre corps peut être monstrueuse, au sens où nous en percevons une partie comme dégoûtante, par exemple, quand bien même nous serions capables consciemment de reconnaître que notre corps n'est pas si désagréable à regarder que cela. Dans ce cas, le corps de l'avatar peut prendre une apparence dégoûtante, ou au contraire, intervenant comme défense, une apparence séduisante et attirante. Pourtant, dans d'autres cas, l'image de notre corps n'est pas investie. Autrement dit, l'individu n'a pas investi narcissiquement l'image de son propre corps. Pas davantage alors, le corps de l'avatar sera lui-même investi, restant simplement un véhicule d'action situé tout entier du côté du schéma corporel. L'individu ne rencontre alors pas de difficulté pour commander son avatar, mais pas du tout du côté de l'image du corps. L'avatar n'est pas le représentant conscient ou inconscient de l'histoire de son propre corps. Son aspect est alors le plus souvent générique, neutre. Dans d'autres cas encore, le corps de l'avatar est construit de telle façon qu'il donne le sentiment de rétablir une image dégradée de notre corps propre, comme dans le cas d'un handicap. La série de photographies Alter Ego par Robbie Cooper illustre très bien ces diverses déclinaisons de l'image du corps telles qu'elles sont projetées dans l'avatar. Ce photographe anglais est parti à la rencontre de 62 joueurs de MMORPG ou habitants de métavers, Second Life en l'occurrence, qui ont été alors pris en photo. Il a ensuite eu l'idée de mettre ces photos côte à côte avec l'image de leur avatar numérique. On observe alors que les images de l'avatar et de la personne se répondent régulièrement, comme dans un miroir. C'est ainsi que Kimberly, habitante de Second Life, s'exprime. La plupart du temps, mon avatar ressemble à mon vrai moi, mais 20 ans plus jeune. Je suis jalouse de certains de ses vêtements. J'ai créé une paire de chaussures dans le jeu que j'aimerais pouvoir exporter dans la vraie vie. J'habille mon avatar avec le même type de vêtements que je porte. Elle n'a pas une personnalité différente de la mienne. Thierry, joueur de Guild Wars, parle quant à lui de son avatar Noémie comme de son esprit digital, rousse, sauvage, généreuse, fatale, et avec une forte ressemblance à mon côté féminin, dit-il. Elisabeth, joueuse également, dit avoir designé son avatar Talia de la façon dont j'espère être quand je serai âgée. Je sais le genre de personne que je veux être, car j'ai vu des femmes comme ça dans la vraie vie ou dans les films. Par certains côtés, en créant un avatar qui ressemble à mes aspirations futures, ça me donne une façon de me visualiser et de me diriger. Jason, qui souffre de nombreux handicaps physiques qui atteignent bien entendu l'image de son corps, crée au contraire un avatar pourvu d'une armure très solide, capable des meilleurs exploits, dans une forme de rétablissement de cette image dégradée du corps. La création de cet avatar participe même de la représentation d'un schéma corporel le temps du jeu. Il réalise des actions comme marcher ou courir qu'il ne pourrait agir dans la réalité physique. La différence entre moi et mon avatar est assez évidente. J'ai beaucoup de handicaps physiques dans la vraie vie, mais dans le jeu, je peux monter sur un vélo impérial à grande vitesse, me battre avec des monstres ou juste passer du temps avec des amis dans un bar, dit-il. On voit que toutes les configurations et formes du corps numérique sont possibles et que chaque fois, l'avatar porte en son corps une partie de l'histoire de l'investissement narcissique de l'image du corps propre, qu'elle soit investie ou non. Ces formes portent ainsi chacune, à même le corps numérique, l'histoire de la relation du sujet avec son corps physique et avec le corps physique de l'autre. Comme on voit, cette internalisation et cette projection semblent être le point de départ d'une relation en et au double à l'avatar, analogue à celle qui existe dans notre propre moi, et que nous appelons dyade interne par référence à la dyade qui existe entre l'enfant et sa figure d'attachement. En effet, pour conclure, un mot sur le processus qui est sous-jacent à ce travail du double avec l'avatar numérique. Nous le nommons
l'auto-empathie réflexive. Il s'agit d'un processus par lequel le moi se dédouble pour représenter ses contenus psychiques conscients et inconscients. C'est cette relation réflexive avec nous-mêmes qui assure l'essentiel du travail de subjectivation, à savoir la possibilité de devenir sujet de nos propres états de subjectivité, par exemple de nos affects. Or, comme on voit, l'individu dans le contrôle de son avatar doit, d'une part pour pouvoir le contrôler, d'autre part pour qu'il devienne le support de sa vie psychique, se dédoubler. C'est donc le dédoublement du schéma corporel, de l'image du corps, mais plus généralement du moi, jusque dans ses racines profondes et inconscientes. À l'instar du second self de Sherry Turkle, le moi du sujet se dédouble. Il y a d'un côté le moi et de l'autre côté le moi virtuellement copié dans l'avatar et plus largement dans la technologie. Cette duplicité avec son avatar reproduit virtuellement notre duplicité interne ou dyade interne, à entendre comme ce qui se déroule à un niveau intrapsychique entre le je et le me, entre l'autrui en soi comme double interne et ce que celui-ci contemple au sein même du moi. Le je me vois, je me sens, je m'entends devient par l'entremise de ce dédoublement avec l'avatar un je me vois dans mon avatar, je m'auto-affecte avec mon avatar, je m'entends dans mon avatar. Autrement dit, cette situation advient comme une expérience auto-empathique pourvue d'une véritable réflexivité inhérente à l'activité même du moi. C'est ainsi avec l'avatar numérique une sorte de reproduction virtuelle de la duplicité interne de notre propre moi. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Eh bien, nous en avons terminé pour cette table ronde. Peu de temps pour chacun, pas trop le temps de questions, mais vraiment, la discussion est ouverte pour échanger par la suite encore les uns les autres. Voilà. Je vous remercie beaucoup.